Chers amis, c'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour cette 15e chronique d'un continent dans le monde du think tank 1 puissance 55. Je vous suis reconnaissant d'être nombreux à nous suivre sur nos plateformes de réseaux sociaux, à participer au débat en laissant vos commentaires pour éclairer les enjeux d'un monde complexe et dangereux. Aujourd'hui, nous parlons de la population africaine. La question fait couler encre et salive, non pas en Afrique, mais surtout en Europe, où des voix s'élèvent pour dénoncer la croissance incontrôlée de la population du plus vieux continent. Nous évoquons particulièrement des prises de parole au plus haut sommet de l'État en France. D'abord, Nicolas Sarkozy, qui disait que nous sommes 7 milliards aujourd'hui et que dans 30 ans, nous serons 9 milliards. Que jamais l'humanité n'a connu un tel choc démographique. Et la première chose qu'il recommandait, c'est qu'il y ait un organisme mondial dépendant des Nations Unies pour surveiller l'évolution de la démographie dans le monde. Quand vous pensez que Lagos compte 22 millions d'habitants, quand vous pensez que l'Afrique va passer à 2 milliards 300 millions d'âmes, quand vous pensez que le troisième pays le plus peuplé au monde dans 30 ans sera le Nigeria, le seul Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique dans 30 ans. Vous voyez bien que la première cause de la dégradation de notre environnement, c'est l'explosion de la population. Il va falloir mettre en place des politiques de gestion de la natalité. Dans le Sahel, dit-il, le nombre d'enfants par famille selon les pays évolue entre 6 et 8. Il n'y a pas un continent qui peut résister à un tel choc démographique, disait-il. Les Chinois ont mis fin à la politique de l'enfant unique. Si nous ne parlons pas de ces questions, disait-il, il n'y a aucune chance pour qu'ils se résolvent. Fin de citation. Ensuite, Emmanuel Macron, qui prononçait un jugement de valeur sur la femme africaine en 2018 au sommet Goalkeepers, organisé par la Fondation Gates. Et il disait l'un des principaux problèmes que nous rencontrons, c'est le fait que la fertilité ne soit pas choisie. Présentez-moi la femme qui, en étant parfaitement éduquée, a choisi d'avoir 7, 8 ou 9 enfants. Fin de citation. Le locataire de l'Élysée devait récidiver en 2020 au sommet du G20. Je cite, « Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. » Pensez également à ce colloque organisé en 2015 par Yves-Marie Lolland, président de l'Institut de géopolitique des populations, et il disait « Je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique, et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que ça ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants, et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Le danger, il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain, en réalité. Le problème, il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique, un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international. Et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Quand on écoute tout ça, on se pose la question de savoir quelle est la part de vérité et quelle est la part d'intox. Avec cette chronique aujourd'hui, ensemble, nous voulons relativiser ces post-vérités qui circulent au sujet de la population africaine. Nous voulons rétablir les enjeux véritables au sujet de la population africaine. Nous le faisons en 6 points, afin que tout soit désormais plus clair et qu'il n'y ait plus de mensonges qui circulent. Le premier point, l'explosion de la démographie africaine en réalité est un mythe. L'Afrique est en pleine transition démographique. Alors rappelons-nous qu'au XVe siècle, les Africains disposaient d'un véritable dividende démographique. La population du continent était estimée à 100 millions. Cela signifie 20% à l'époque de la population mondiale. Or, la guerre de 400 ans a interrompu cette croissance et l'Afrique a perdu 400 millions d'âmes en 4 siècles. Selon les études de Louis Marie Maï Diop,
Alors à la fin du 19e siècle, l'Afrique ne représentait plus que 9% de la population mondiale. Cette tentative d'anéantir le continent en détruisant entièrement sa population a fait long feu puisque l'Afrique y a répondu avec sa résilience. En 6 siècles, le continent a remonté la pente. De 9% au 19e siècle, la population africaine a progressivement augmenté pour atteindre aujourd'hui 18% de la population mondiale. Si cette tendance se poursuit, nous assisterons à un printemps démographique. En 2050, notre continent comptera 2 milliards d'habitants, soit 25% de la population de cette terre. En 2100, avec 3,8 milliards d'hommes sur un total de 10 milliards de terriens, selon les projections, l'Afrique pourrait représenter 40% de l'humanité. Aujourd'hui, le message que j'envoie aux Africains est celui de la sérénité. N'ayez pas peur de ces chiffres, mes amis. Les chiffres ne sont pas effrayants par nature. Tout dépend de la perspective et de celui qui les explique. Pour les uns, ces chiffres peuvent paraître déprimants, apocalyptiques. Mais pour nous, nous autres Africains, ce sont des chiffres rassurants. Ce sont des chiffres de l'espoir. Pour 2 raisons. La première, ces chiffres n'indiquent pas que l'Afrique est sur la trajectoire d'une explosion démographique qui ne devrait pas s'arrêter. Loin de là. Pour bien comprendre, il faut se rappeler d'où nous venons. En 1950, le taux moyen de fécondité sur le continent était de 6 enfants et demi par femme. Aujourd'hui, il est de 4,7 enfants. En clair, l'Afrique a entamé sa transition démographique. Le problème avec les discours de Macron et de Sarkozy, c'est que les deux utilisent le chiffre extrême de 7 enfants par femme. En fait, c'est l'indice de fécondité synthétique du Niger, le pays le plus fécond au monde. Mais est-ce que nous devons travailler avec les extrêmes? Nous devons travailler avec la moyenne. Et la moyenne, c'est bien 4,7 enfants par femme, ce qui est différent de la situation en 1950. D'ailleurs, certains pays comme le Nigeria ont vu leur indice de fécondité passer de 7,9 enfants à 4,9 enfants. Madagascar également, 7,2 à 4,3 enfants, tout cela en 40 ans. Face à de tels chiffres, nous comprenons clairement qu'il n'y a pas de quoi hurler au loup, il faut rester serein. Deuxième raison, ces chiffres montrent qu'en dépit des tentatives d'effacer notre peuple de la surface de la terre, nous sommes toujours là. Nous répondons par la résilience. Nous sommes debout. Et plus que jamais, nous représentons l'avenir de cette terre, car nous avons la mélanine en nous. On ne détruit pas la mélanine, mes chers amis. Nous représentons l'espoir pour cette planète. Deuxième point, l'Afrique n'est pas surpeuplée, contrairement à ce qui est avancé. Avec non moins de 1,34 milliard d'habitants, qu'elle parvient à nourrir. L'Inde est ainsi davantage peuplée que l'ensemble du continent africain, qui ne compte que 1,22 milliard d'habitants, alors qu'elle est 9,2 fois plus petite en superficie. Et si on tient compte du Sahara, c'est 6,6 fois. En d'autres termes, il faudrait que les pays africains multiplient leur population, non pas par 2, mais par 7, afin que le continent soit aussi densément peuplé que l'Inde, soit 8,85 milliards d'habitants. Troisième point, l'Afrique est le continent le plus jeune. La jeunesse est synonyme d'énergie, d'inventivité. Elle représente l'avenir. Vilipender la population africaine alors que 400 millions d'Africains ont entre 25 et 35 ans, c'est cracher sur le diamant, mes chers amis. Prenons la chose dans l'autre sens, en nous demandant plutôt comment libérer l'énergie de la jeunesse africaine. Comment la rendre productive, créatrice. Quels investissements privilégiés pour propulser la jeunesse vers la création d'emplois? Quatrième point, l'Afrique est le continent le plus riche au monde. Lorsqu'on s'inquiète de la croissance de la population africaine, est-ce parce qu'il n'y a pas assez de richesses disponibles pour nourrir, loger, soigner ces hommes et ces femmes? La part de l'Afrique dans la production mondiale, autant que dans les réserves mondiales des minerais, est considérable. Idem pour les terres arables, idem pour l'eau. Le problème se pose en termes de jouissance effective. Oui, l'Afrique ne profite pas de ces richesses. Des mécanismes sont organisés en amont pour accaparer les richesses dont le continent est doté. Prenons 2 exemples simples pour le prouver. Commençons par l'uranium du Niger. Est-ce que vous savez qu'une enquête publiée en 2010 par l'hebdomadaire financier Les Afriques faisait état d'une perte de 20 milliards d'euros subie par le Niger entre 1960 et 2010? Perte due au faible prix pratiqué par Areva. On dit du Niger qu'il est un pays pauvre, qu'il ne doit pas se payer le luxe d'avoir le plus fort taux de fécondité du monde.
7,6 enfants par femme. Mais en même temps, c'est le deuxième pays producteur d'uranium au monde. Il se passe que depuis la signature du contrat de concession avec l'État du Niger en 1961, d'uranium nigérien au prix fixe de 27 000, systématiquement, alors que le coût mondial moyen se situait à 122 000 francs. Sur la base de simples calculs, en tenant compte de la production du Niger, qui est aussi entre 100 000 et 150 000 tonnes au cours de cette période, on se rend aisément compte que si le prix international avait été appliqué, les actionnaires, États et partenaires, ce serait partagé entre 18 et 28 milliards d'euros. Alors, à qui profite la sous-valorisation de l'uranium du Niger? Aux actionnaires non nigériens, bien sûr, qui enlèvent pour leur propre compte des quantités non contrôlées par l'État sur la base de leurs propres appréciations. Il est clair que de cette manière, l'uranium du Niger ne peut pas profiter au Niger. Regardons aussi le pétrole du Tchad. Depuis 2003, des multinationales telles que ExxonMobil, Chevron et Petronas exploitent l'or noir du sud du Tchad. Le gouvernement tchadien se contente de 12,5% de la production. Non seulement cette part est jugée dérisoire, mais en plus, elle représente le pourcentage d'une quantité globale dont l'État n'a pas la maîtrise. En fait, 12,5% de quoi? Se demande l'association Suivi. D'ailleurs, l'association Suivi, sur son site internet, a relevé les conditions nébuleuses d'exploitation des ressources naturelles du Tchad et du continent africain en général. On peut citer un extrait de cet article. En 2020, le ministre tchadien des Infrastructures, Adoum Younoussni, a reconnu publiquement que son gouvernement ne pouvait pas contrôler les montants de production pétrolière déclarés par un consortium de multinationales implantées dans le pays et sur lesquels est calculée la base fiscale revenant à l'État. Alors, avec une telle jeunesse, avec tant de richesses, le continent qui s'étend sur 30 millions de kilomètres carrés peut abriter, nourrir, vêtir, loger 7 milliards d'habitants. Mais non, apparemment, certains directeurs de conscience nous font comprendre que le ventre de nos mamans, de nos sœurs, de nos femmes est un problème pour le monde entier. Ils s'en soucient tellement, ils sont prêts à appliquer des solutions radicales pour rétablir ce qu'ils appellent l'équilibre. C'est ainsi que chaque jour, vous voyez des événements de nature apocalyptique être organisés au plus haut lieu pour plancher sur la population africaine. 5e point, le déclin démographique de l'Europe est en marche. Si les dirigeants européens, généralement des mondialistes, accordent autant d'intérêt à la croissance démographique en Afrique, en fait, ce n'est pas parce que l'Afrique est un problème, c'est en miroir de la baisse de l'indice synthétique de fécondité dans des sociétés européennes. Là-bas, on redoute une marginalisation démographique de l'hémisphère nord. De là à fantasmer un éventuel envahissement de pays industriels par des pays d'Afrique, il n'y a qu'un pas. Et ce pas est franchi allègrement tous les jours dans les discours. La situation démographique de l'Union européenne est alarmante en soi. En 2021, elle a perdu de sa population pour la 2e fois consécutive depuis 2075. En 2011, la baisse était de 718 000 habitants. Le solde naturel est négatif depuis 2012, l'Union européenne enregistrant plus de décès que de naissances. En 2020, année marquée par la pandémie de la Covid-19, le solde atteignait moins 1 139 000. Le solde migratoire ne compense pas ce déficit. Et depuis 2012, les décès sont plus nombreux que les naissances. Ce qui signifie que sans les migrations en provenance de l'extérieur de l'Europe, la population va commencer effectivement à diminuer. Pour l'année 2022, la France a enregistré 723 000 naissances, soit 19 000 de moins que l'année précédente. Alors, c'est en miroir d'un tel désastre, d'une telle incertitude pour l'avenir de leur population, que les Européens vilipendent le ventre de la femme africaine. Or, ce que nous voyons, nous, Africains, c'est la résilience que notre peuple manifeste face aux conjonctures réelles et parfois créées de toutes pièces, d'année en année, de siècle en siècle. La démographie africaine a été soumise à des chocs tels que le continent aurait pu tout simplement disparaître. 6e point, l'Europe n'est pas menacée par la migration africaine, mais par sa propre vision malthusienne de la population. L'évolution de la population européenne suit la courbe inverse à celle de
de la population africaine. En 1950, les 27 pays qui composent actuellement l'Union européenne avaient une population qui représentait 12,9% de la population mondiale. Aujourd'hui, elle représente 5,7%. D'ici à 2070, elle sera de 3,7%. Cette courbe descendante ne devrait en réalité pas inquiéter parce qu'elle traduit la transition démographique entamée il y a 50 ans. Cependant, il y a deux petits problèmes. Le taux de fécondité en Europe est de 1,53 enfants par femme. Et il y a 10 ans, il était de 1,57. Donc, il ne cesse de décroître. Or, les démographes ont établi que le taux de renouvellement d'une population doit être de 2,1 enfants par femme. Deuxième inquiétude, la population européenne vieillit à une vitesse inquiétante. En 2100, 45% de la population européenne ne seront simplement pas en âge de travailler, car ils auront plus de 65 ans. Alors, quand on écoute Macron, Sarkozy, ou alors plus loin, outre-Atlantique, Bill Gates, on comprend que la démographie est un enjeu majeur, une source de préoccupation pour les puissances occidentales. Ces dirigeants ont raison. Quand il n'y aura plus personne pour défendre un mode de vie ou une civilisation, celles-ci disparaîtront. Et ce ne sera pas la faute des Africains, ce sera la faute de ces mondialistes qui, au lieu d'appliquer la solution qui est là à leur portée, rêvent de stériliser la femme africaine. Aujourd'hui, l'Europe sait ce qu'il faut faire pour ne pas disparaître. Modifier la courbe de la natalité d'une part, d'autre part, s'ouvrir aux autres peuples, accepter la différence comme une richesse, au lieu de regarder les autres avec arrogance et condescendance, d'un air supérieur à la façon des donneurs de leçons. Pensez à ce rapport des Nations Unies de 2010 sur la population mondiale, qui mettait en garde l'Union européenne sur sa politique d'immigration trop restrictive. L'organisme rappelait la nécessité de l'ouverture aux migrants qui viendraient rompre le déséquilibre dû au vieillissement de la population. On lit dans le dit rapport qu'une émigration zéro se traduirait au cours des 50 prochaines années par la diminution de la population, une diminution de l'ordre de 43 millions, soit 11% de la population. Pour éviter cela, les pays de l'Union européenne auraient besoin de 47 millions d'immigrants ces dernières années. La saga des navires humanitaires tels que Ocean Viking, Aquarius, Sea-Watch, Mare Jonio, certains ont été mis sous séquestre, d'autres ont fait le tour des côtes européennes ayant à leur bord une poignée d'êtres humains pestiférés. Pourtant, l'Europe a besoin d'eux. Aujourd'hui, les populistes soutiennent que la civilisation européenne est menacée par le grand remplacement des Arabes et des Africains. Avec tout ce que je viens d'exposer, vous pensez vraiment qu'une force extérieure a besoin de menacer la population européenne? La population européenne se détruit d'elle-même. Cela dit, il faut que je précise la nature de l'espoir que représente le dividende démographique pour notre continent. Il ne s'agit pas de donner un chèque en blanc aux Africains en donnant l'impression qu'il suffira de faire des bébés et de croiser les bras pour faire de l'Afrique le paradis sur terre. Non. Pour que la démographie africaine soit une dividende, il faut remplir certaines conditions. D'abord, un rapport fraternel à l'environnement et aux écosystèmes. La question c'est, devons-nous rivaliser avec le monde occidental pour polluer, détruire l'environnement? Ou alors devons-nous inventer des formes de production économique écologique qui sauvegardent la planète? L'empreinte carbone des sociétés africaines est positive, ce qui n'est pas le cas des pays européens, de la Chine, des États-Unis d'Amérique et du Canada. Nous sommes nombreux sur Terre, mais nous préservons les écosystèmes. Ils sont peu nombreux, mais ils détruisent tout sur leur chemin. Alors, sont-ils bien placés pour nous faire la leçon? N'est-ce pas l'hôpital qui se moque de la charité? Maintenir une conception naturelle et fonctionnelle de la sexualité, voilà le deuxième défi. Alors la question c'est, devons-nous succomber aux sirènes libertaires de sociétés déclinantes qui répriment la natalité, promeuvent le changement de sexe auprès des enfants, permettent l'aide médicale à la procréation? Si nous cédons à cette tentation, ce sera une faute, car nous serons ainsi en train de nous approprier le destin des autres, alors que nous avons notre propre trajectoire à assumer. Donc mes chers amis, je ne vous demande pas de faire beaucoup de bébés, non. Mais je vous dis ceci, si vous avez envie de faire beaucoup de bébés, alors ne changez pas d'avis à cause de ce que disent les Européens, parce que leur discours est biaisé et trompeur. Enfin, nous devons penser un modèle d'éducation comme orienté vers la préservation d'une ontologie et d'une cosmogonie propre à l'Afrique. Plus nous sommes nombreux, plus nous représenterons un atout pour nous-mêmes
et plus nous représenterons un danger pour l'imaginaire des sociétés en mal de natalité, en proie à des idéologies mondialistes paranoïaques. Ces sociétés poursuivront dans un avenir proche, moyen ou lointain la diabolisation de la matrice de la population africaine. En conséquence, nous devons développer une éducation de déconstruction, de contrecarrer les attaques cognitives qui visent à faire apparaître notre dividende démographique comme un inconvénient, à faire apparaître le ventre de la femme africaine comme une source de problèmes, alors qu'il s'agit plutôt d'une source de vie. Nous ne pouvons pas contrecarrer les attaques de sociétés déclinantes en utilisant leur paradigme, leur vocabulaire, leur vision du monde. Nous devons ressusciter la vision du monde de nos ancêtres. Comment concevaient-ils le monde? Quelle était leur cosmogénèse? Quel était le rôle de l'homme sur Terre? Nous devons nous retrouver ce qui fait notre propre spécificité. Tout cela, convenons-en mes chers amis, va au-delà de la simple question de la démographie. C'est la civilisation qui est en cause ici. Il s'agit de penser notre modèle de civilisation de façon globale afin de préserver le monde, car nous sommes responsables de ce monde. Et si d'aventure certains se trompent, il nous appartient de refuser de les suivre dans leurs errements. Mieux, nous avons le devoir de leur faire entendre raison. Pensons-y sérieusement. Alors mes chers amis, c'est avec cet impératif que nous vous quittons provisoirement. À très bientôt pour une nouvelle chronique sur la page YouTube et dans les chaînes de télévision partenaires. C'était Maurice Simon-John du think tank 1 puissance 55.